Voilà, de retour pour la deuxième partie, toujours avec Adrien Bozzi, toujours sur nos élections et toutes ces péripéties et aussi essayer de comprendre ce qui se passe au niveau des enjeux. Alors moi, je vais te montrer une petite séquence pour aller dans le sens de Oui. tout ce qu'on a vu. C'est Benoît Hamon qui était il n'y a pas longtemps à France 2 et qui était avec Laurent Wauquiez. Alors, Laurent Wauquiez, lui, c'est pareil, c'est cette droite qu'on appelle sarkozyste. Les faux durs, tu vois. Les faux durs, voilà. Les faux durs. Les faux durs, ça leur correspond Franchement, bien. quoi. Voilà. Le mec qui gonfle les muscles, mais personne n'y croit, quoi, tu vois. Bon, bah voilà, c'est ça. Et contre Hamon, donc Hamon, sur la question de l'islam et de l'immigration. Et donc, il y a eu un petit clash, t'imagines bien, entre les deux. Ouais, ça a dû être violent, dis donc. Hein. Ouah. Ah, alors, j'entends pas. Juste ici, ouais. Aujourd'hui, des groupes religieux. Non, on n'a pas le son. C'est un Voilà, alors attendez 2 secondes. Ouais, juste, voilà. dans l'éducation, dans les hôpitaux, Ah, voilà. dans la rue. Moi, je Il faudrait serais mettre un peu plus fort, peut-être. à l'égard de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, voudraient remettre en cause la liberté de conscience. C'est indiscutable. Dans l'éducation, dans les hôpitaux, dans la rue. Et moi, je serais intransigeant à l'égard de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, voudraient remettre en cause la liberté. Ok, bon, pour le moment, on laisse tomber la séquence. On essaiera de la faire en troisième partie. En tout cas, cette séquence, voilà, le clash. Parce qu'on a un Benoît Hamon, si tu veux, sur la question. Alors, j'imagine que tu l'as vu aussi, on en avait parlé nous aussi ici. C'était ce petit reportage de France 2 sur un café à Sevran. Oui. Ça fait beaucoup de bruit, oui. Voilà, où il y a des femmes qui se font éjecter du café. Et puis, la réaction de Benoît Hamon là-dessus, ça a été de dire « Oui, mais en France, c'est une tradition dans les cafés ouvriers. » Oui, déjà, il faudrait démontrer qu'il s'agit d'un café ouvrier. Ce qui est faux, puisqu'il n'y a plus d'industrie quasiment dans ces zones-là, donc déjà, il ne faut pas nous la faire. Et puis surtout, la tartufferie ultime, c'est de faire croire qu'on parle du même peuple, quoi. C'est tout, quoi. Faut arrêter de prendre les gens pour des crétins. C'est une sorte de négationnisme, je dirais, de la réalité. D'ailleurs, les gens de gauche ne survivent que comme ça. Tu sais, j'ai inventé une formule qui nous dit que la gauche est une maladie mentale. C'est évident, aujourd'hui. Oui, Non mais aujourd'hui. oui, je sais, cette Je vais te formule dire- fait beaucoup rire, tu sais, parce que j'en ai... Mais tu sais, moi je vais te dire, je connais beaucoup de gens de gauche dans ma famille et tout ça. Je comprends qu'à une époque, il y a des gens qui étaient de gauche. Bah, tu vois, je t'ai parlé de mon tendre l'autre jour. Je comprends, il y avait un contexte ouvrier, donc je comprends. Aujourd'hui, pour être un jeune de gauche, franchement, c'est chaud, quoi. Et je me dis, comment c'est possible? La seule, et là on comprend pourquoi on arrive à la maladie mentale, c'est que la seule façon pour un jeune blanc d'être de gauche aujourd'hui, c'est de nier le réel. Si tu n'es pas dans la négation du réel en permanence, tu bascules. Donc pourquoi la gauche est devenue une maladie mentale? Parce qu'on a des gens totalement schizophrènes qui sont contraints de nier en permanence la réalité. Tu vois? Je te parlais tout à l'heure, tu sais, de la jeune fille là, qui a fait la petite vidéo contre Marine Le Pen. Elle ne vit pas dans la même dimension que moi, tu vois. Ouais. Elle ne vit pas dans la même dimension. Il y a un autre exemple, justement, j'ai envie de t'en parler aussi, celui-là, c'est Mehdi Méclate. Énorme. Parce que, Énorme. Alors voilà, parce qu'on est dans le déni de gauche, et je trouve, et alors là, le personnage, pour le coup, il symbolise tout ce que tu viens de dire, mais les réactions pour le soutenir, tu te rends compte, parce que... Alors que ceux qui connaissent pas l'affaire, je vais rappeler, Mehdi Méclate, c'est un journaliste du Bondi Blog à la base, qui organise au passage, financé par le Ouais, Soros. et voilà, au passage. Donc, ce journaliste, égérie de la gauche bobo, hein, c'est ça, carrément, ouais. voilà, adulé. C'est le Maghrébin gentil, tu vois. Voilà, Vous voyez que ça marche, l'intégration. Bah, On en a trouvé un. Voilà, donc tu as toute la bobocratie Exactement, qui nous l'a mis, il a fait la couverture des Inrocks avec Christiane Taubira, une interview, donc voilà, quoi. Vraiment tout ce qu'il y a de plus, Pascal Clark à France Inter, enfin il est Et vraiment en plus, il a un pote annulé. noir, tu vois. Et il a un pote noir, Badrou. Et ce qui a à mourir de rire, c'est que on nous vend ça, alors que, en ce moment, la tension monte énormément entre les Noirs et les Maghrébins en banlieue, tu vois. Alors qu'avant, c'était un petit peu banlieue United, quoi. Oui, tu vois, oui, hein. oui. Et en tout cas, c'était le discours officiel. Là, depuis quelques temps, depuis à peu près un an, tu vois, le clash est assumé entre les Maghrébins et les Subsahariens. Il est assumé. Donc c'est quand même rigolo qu'on nous vende
tu vois, les deux potes voilà, qui symbolisent la banlieue, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Ah bah il y a Ils pas sont trop longtemps, des j'ai chiens. débooké une vidéo de Roya Boutelja, Maboula Soumoro. Elles ont parlé de ce problème-là. Ça existe, hein, c'est-à-dire Bien que sûr. bah, eux, ils se le cachent même pas de leur côté. Oui, entre noirs et arabes, c'est pas l'amour fou, etc. Donc Ouais. tout le monde en a parfaitement conscience. Ce que moi, je vais dire un truc, moi, je l'ai découvert tardivement. Ça. Parce que moi, par exemple, quand j'étais en cours ou dans mon collège, il y avait quand même une solidarité, tu vois. Ouais. Où, tu vois, c'est un petit peu comme les gaullistes et les communistes pendant la guerre, quoi. C'est-à-dire que quand il y a un tierce ennemi, on se met contre eux. Par contre, quand il n'est plus là, Quand il est plus là, les choses reviennent. Voilà, quoi. c'est un peu ça. Et donc, il éclate soutenu par. Parce que là, on l'a vu soutenu par tout le monde. On a vu Pascal Clark, quand même, qui a fait des sorties incroyables. En nous expliquant, c'est pas de sa faute, il a un côté c'est sa dualité, c'est un chanteur. Enfin, il a un côté sombre, je crois. Un côté sombre, une part de sombre de lui, voilà. Mais on sait très bien que parce que tu sais que dans la tête de quelqu'un qui est structuré par le vu à la télé, de quelqu'un qui est structuré par l'idéologie dominante, le racisme ne peut venir que des blancs. Tu vois, ça ne peut pas exister un noir, un arabe, un asiatique, un indien, un aborigène ou tout ce que tu veux qui soit raciste. Ça ne peut pas exister. Il y a eu un certain nombre d'articles qui sont sortis, de Ouria Boutelja notamment, d'une ancienne conseillère de Taubira, dont j'ai oublié le nom, là, d'origine maghrébine aussi, là, qui était flic avant, je crois. Ça me dit quelque chose. Mais bon, elle fait SIEM, je crois, quelque chose. Là. Et en fait, quelle est cette théorie? C'est de dire qu'on ne peut pas mettre sur le même plan le racisme qui vient d'un blanc et la réaction qui vient d'un non-blanc, puisqu'en fait, c'est une réaction, précisément. Ouais, c'est vrai, et donc, ce n'est pas du racisme, et en fait, voilà, c'est une réaction d'indisposition. Voilà. D'accord. Et donc là, on a un mec qui... Moi, je fais le quart de ces tweets-là, je prends du ferme direct. Voilà. Direct. Hein. Je crois qu'il va te chercher chez toi. Ah oui, c'est clair. C'est clair et net. Là, en l'occurrence, lui, il a le droit. Alors, je crois que pour le coup, pour être intellectuellement honnête, que la LICRA va faire des poursuites contre lui. Mais en tout état de cause, dans le cerveau des gens de gauche du système, ça a bugué. Ça a carrément bugué, l'affaire Méclate, quoi. C'est vraiment... Et puis, c'est ça qui est rigolo, c'est que, tu vois, c'est le mec qu'on nous présente comme étant le maghrébin gentil, cultivé, je sais pas quoi. Finalement, il a un discours que certains appelleraient d'extrême droite. Alors, ce qui est totalement caricatural de dire cela, mais j'emploie ce terme pour me faire comprendre, tu vois. Avec notamment des tweets assez antisémites, tu vois. Hein, donc, effectivement, tu vois, la réalité finit par rattraper toujours, malheureusement, heureusement d'ailleurs peut-être, même eux, si tu veux. Et tu vois, pour s'en sortir, Pascal Clark, on revient à ce que je t'ai dit, refus de la réalité. Non, il n'est pas raciste, hein. Il n'est pas antisémite, il a une part d'ombre, tu vois. Il a une part d'ombre, c'est tout. Voilà. Donc, le coup de la part d'ombre, quand moi je me ferais pincer par la patrouille, je dirais que j'ai une part d'ombre aussi. Voilà, c'est ça, parce que je les ai trouvés un peu cette bobocratie très indulgente, quoi. Tout d'un coup, c'est des parts d'ombre, la dualité. On a entendu les Arocs qui sont au début disculpés, ils ont dit on savait pas, en fait on a cramé qu'ils avaient menti. Enfin, c'est quand même. Tu sais, ce deux poids deux mesures, on le constate aussi avec Ouria Boutelja. Qui, sur la question juive, va très très loin. Très 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 loin. Et beaucoup de Français de souche ne pourraient pas se permettre ce genre de discours, hein, sans avoir des poursuites pénales, que elle, pour l'instant, n'a pas. Apparemment. Elle a même été, absous, on peut dire, dans cette affaire de Souchien, puisque la justice a dit... Oui, tout à fait. La justice a dit, il n'y a pas de Français de souche. Et attends. C'est ce qui, en plus, qu'il faut voir, c'est le motif du jugement. Ils nous disent que la notion de Français de souche de mémoire, parce que je cite les extraits du jugement dans mon prochain livre, n'a aucune réalité, je crois qu'ils disent sociologique, biologique, historique, c'est ça, de malade, quoi. Ils nous font du Macron avant l'heure, quoi. Voilà. La France n'existe pas. Hein. Les mecs, la France n'existe pas, il n'y a pas de souche française, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors que c'est quand même incroyable, parce que quand elle prend son expression, même dans l'émission de Ce soir ou jamais, elle dit bien les Souchiens, les Blancs, parce qu'il faut leur trouver un nom. Tout à fait. Il n'y a pas d'ambiguïté possible pour moi. Elle désigne bien un groupe ethnique, enfin au sens la loi Pleven, je sais pas. Et là, non, ça ne rentre pas dans le cadre. Ce groupe qui n'existe pas aux yeux de la juge du tribunal, je crois que c'était la cour d'appel de Toulouse, Infini, qui avait tranché. En revanche, elle a une existence pour Ouria Boutelja et ses disciples. Ouais. Donc, moi, c'est ce que je constate. Et d'ailleurs, tu sais que moi, je me suis pas senti blanc. En fait, je me suis senti blanc tardivement. Avant, j'étais français. Mais je me définissais pas comme blanc. Ça m'est venu très tardivement. Mais pourquoi ça m'est venu ?
Parce qu'on m'a désigné comme tel. Voilà, c'est à force qu'on te le répète. Mais c'est tout. Ouais. Tu vois, mais avant, moi, je me disais pas, t'es blanc, tu vois, je m'en foutais, tu vois. Je veux dire, c'est comme t'es droitier. T'as pas grandi en disant, je suis blanc. Non, voilà, aujourd'hui, je me le dis. Parce que c'est. Au bout d'un moment, tu vois, t'as la réalité multiculturelle qui te saute au visage, et puis voilà, ça te revient dessus, tu vois. Mais bon. Donc... parce que on sait très bien que c'est vrai, le cas inverse. Quelqu'un, entre guillemets, qui aurait essayé le quart des tweets de Mehdi Méclate, il serait déjà devant les 17e chambres, peut-être bien même enfermé en face. Et il faudra vraiment suivre cette affaire de près. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle donne. Vraiment. Parce que là, on va voir la tartufferie de la République, tu vois. Toute la tartufferie de la République. Parce que moi, si je fais ça, je te dis, je me prends 20 000 € d'amende, du sursis, tu vois, la totale, quoi. Et une couverture médiatique, parce que là, encore une fois, il faut saluer encore une fois le travail des réseaux indépendants, des médias indépendants, c'est encore Yves Dessouche qui a déterré cette affaire. Il me semble que c'est Yves Dessouche qui a... Il me semble bien. Donc, énorme dédicace à Yves Dessouche. Il me semble bien que ceux qui ont déterré cette affaire. Et d'ailleurs, attends, dans le même coup, ils en ont déterré 2 pour le coup, parce que le lendemain, il y a eu la remise des Césars de Ouléga. Oui, énorme. Alors, énormissime. Alors, c'est pareil, on retombe des nues. Mais tu sais, ça veut dire quelque chose de très intéressant. Ça veut dire que le système n'arrive plus à, entre guillemets, museler la réalité. Et que maintenant, tu vois, c'est comme de l'eau qui coule entre les doigts, quoi. Voilà. Il n'arrive plus, quoi. Moi, je vois ça comme ça, c'est le truc qui fissure. On n'arrive plus à contenir le golem multiculturel, tu vois. Il nous revient dans la gueule d'une façon ou d'une autre, quoi. D'une façon ou d'une autre, il nous revient dans la gueule, quoi. Parce que là, en plus... Alors, clairement, cette cérémonie des Césars, un petit mot, parce que c'était... Ah oui. C'était orwellien. C'était la cérémonie de le multiculturalisme qui était à l'honneur. En fait, c'est le système qui se rend hommage à lui-même, tu vois ce que je veux dire. Alors déjà, on peut le dire à 2 égards, c'est que les Césars, Omar Sy a eu le César du meilleur acteur. Omar Sy, tu regardes n'importe quel de ses films, il ne sait pas jouer. J'ai rien contre lui humainement, c'est quelqu'un de très bien sans doute, il ne sait pas jouer. Donc tu vois bien que on nous crée de force des icônes qui n'existent pas. Hein. Et donc, déjà petite parenthèse, donc, te disais-je, ça prouve que le système, encore une fois, est à bout de souffle, puisqu'il ne trouve plus les Gérard Depardieu, même les acteurs des Passion, donc ça, même un Thierry Lhermitte, tu vois, même un Christian Calais, qui sont pas des buts funestes, mais qui sont quand même des bons acteurs. Le système ne trouve plus ça. Hein. Kev Adams, on va pas faire arriver beaucoup de gens avec Kev Adams. Hein. Bon. Donc, première chose. Et deuxième chose, il y avait le message politique des pseudo-rebelles. Donc, tu as eu monsieur, comment s'appelle, la Ruffin, c'est ça? Ouais, Ruffin. Qui nous a fait pleurer dans les chaumières. Merci, patron. Ouais. Avec son truc là sur les chômeurs, les ouvriers et compagnie. Bon, arrête d'être de gauche, après tu pourras parler de la question sociale. Moi, c'est ce que je pense en premier lieu. Ensuite, je crois qu'on a eu un truc sur, tu sais, Adama Traoré et sur Théo, mais ultra pathétique, tu vois. Tu sais, il y a un moment de malaise, quoi, au bout d'un moment, quoi. Bah, même au moment où il y a celle qui a eu alors, c'est le prix de comment dire, je crois que c'était la meilleure espoir. La meilleure rebelle. Alors c'était Ouléga Amabra, puis t'as il y a un petit côté discrimination positive. Ah bah, un petit, complètement. Et puis, le discours, alors on était évidemment dans le pathos, dans oui, ma mère m'avait dit, le cinéma... C'était pas pour les gens comme nous. Alors, évidemment. C'est les gens comme nous, tu sais. Alors, j'étais stupéfait quand je dis, mais waouh! Et non, en plus, cette année, ils se sont mis de concert parce qu'il y a eu la même chose aux États-Unis. Parce que l'année dernière, il y a eu scandale, tu sais, parce qu'il y avait pas assez de noirs, il paraît, dans la liste. Alors, du coup, tous les noirs connus avaient boycotté, les Beyoncé, les Will Smith avaient dit on va pas à la cérémonie. Et cette année, par contre, alors là, ils ont mis des noirs partout, ils ont dit ah non, cette année. Mais la France, avant qu'on lui fasse leur reproche, j'ai l'impression que c'est. On anticipe. On anticipe. Nous, on va pas attendre qu'on nous dise. Et puis, tu vois, c'est vraiment une volonté de la part de cette nomenclature républicaine de se donner bonne conscience à tout prix. Voilà. Il faut se donner bonne conscience. Et nous, on n'est pas des racistes, on n'est pas comme les fachos qui votent FN. Hein. T'as vu, on donne des prix aux Noirs et aux Arabes. C'est comme qu'on est mecs cool. Et tu vois, il faut pas ce sujet aussi. C'est que les gens de gauche ont une négrophilie et une maghrébinophilie. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans la haine de soi, sont tellement dans le rejet de la France, dans le rejet de leur histoire, dans le rejet de leur religion, dans le rejet de leurs parents, et j'en passe et des meilleurs, qu'ils en sont à aduler tout ce qui n'est pas français et qui est en France, tu vois. Et c'est sordide. Tu sais, il y avait un écrivain qui disait qu'un philosémite, c'est un antisémite qui aime les juifs. Et moi, je te dis de la même manière, hein. Un négrophile, c'est un négrophobe qui aime les noirs. Un maghrébinophile, c'est un maghrébinophile. Parce qu'en plus, ces gens-là, tu les mets au quotidien. T'aimes les maghrébins, bah écoute, moi je vais te mettre 1 heure au marché de Saint-Denis, à côté de la cathédrale, tu vois. On va voir combien de temps tu tiens, tu vois.
On va voir, hein. C'est intéressant. Et ce sont des gens qui, d'ailleurs, sont des bourgeois blancs qui vivent entre bourgeois blancs, tu vois. Et je trouve ça sordide. Oui, parce que ça, c'est... Sordide. Souvent, c'est... Alors, il réfute de plus en plus, d'ailleurs, aussi, le terme de bobo, il est bien passé. C'est péjoratif. Même maintenant, voilà, c'est tellement devenu péjoratif que j'ai même vu Mélissa Torio qui parle de bobo en traitant les autres de bobo. Donc, c'est-à-dire que... c'est tellement péjoratif qu'ils veulent s'en exclure. Mais... Comme tu disais, cette réalité, elle revient en pleine figure. On peut pas le... Y a rien. Elle est trop massive. Elle est trop massive aujourd'hui. D'ailleurs, le système a tenu longtemps et le FN a pu ne pas émerger autant qu'il aurait dû émerger parce qu'on pouvait mettre la réalité sous le tapis. Tu vois, l'immigration, on confine, le chômage, on bidouille un peu les chiffres et puis on laisse ça aux périphéries. Là, c'est trop. Là, la réalité est en train d'exploser, que ce soit l'immigration, le chômage, la fiscalité et compagnie, et on ne peut plus faire semblant. On ne peut plus mettre la réalité sous le tapis. Dans mon prochain livre, j'invente le concept de négationnisme institutionnel, qui est la négation d'un phénomène ou de son ampleur. Et le système, au lieu d'accepter ses failles, ses erreurs, eh bien, depuis les années 70, est dans une négation. Il n'y a pas de grand remplacement, la mondialisation c'est heureux, etc., 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 tu vois. Et on nous invente une pseudo-réalité. Et d'ailleurs, la nouvelle option publique, son rôle historique, c'est d'avoir détruit cette pseudo-réalité qui nous est vendue par le système. Je ne suis pas soralien, mais de ce point de vue-là, il faut reconnaître que Soral, tu vois, quand il dit cette interview du mois, il a détruit le truc, quoi. Et il a dit, en gros, il y a un discours qui est faux. On peut ne pas être d'accord avec Soral sur son logiciel idéologique, moi-même j'ai des réserves que tu imagines, mais là-dessus, il a été extrêmement performant et il a détruit. En fait, si tu veux, l'hostilité des médias de l'opinion publique est en partie due à lui, il faut le reconnaître. Et donc, la nouvelle opinion publique a détruit cette... c'est aussi en grande partie dû à MTT. Je serre un peu les pompes. Mais c'est très vrai, ceci étant dit. Donc, on a détruit cette pseudo-réalité qui se fonde sur ce négationnisme institutionnel. Et donc, on retombe encore une fois sur nos pattes, on est cohérent. Les gens de gauche sont obligés d'être dans la négation du réel en permanence pour pouvoir se regarder dans une glace, quoi. Et pour pouvoir se dire, on est des gens cool, on continue à voter comme des tocards à gauche, quoi, tu vois. Et donc, on arrive à cette maladie mentale. Et je dis ça, tu vois, des images qui tournent sur Internet, quand tu vois des antifas ultra excités qui deviennent complètement fous contre un tel ou un tel, quand tu vois les mêmes aux États-Unis avec Trump, on a vu des images totalement sidérantes. Totalement sidérantes, tu vois. Et j'ai envie de dire, tu es de gauche, mets tes idées en pratique. Commence par aller vivre en banlieue. Parce qu'en plus, aux États-Unis, et c'est ce qui est en train d'arriver en France, la racialisation du débat, parce que aux États-Unis, on voit de plus en plus dans les manifs anti-Trump des gens qui se baladent avec le white supremacy, je suis un blanc privilégié, il y a cette idée, donc voilà. Et je vois maintenant ce discours-là arriver en France. Tout à fait. Je vois des petits jeunes, l'autre fois, voilà, ils faisaient une interview sur CNews, alias iTélé, là, pour Ramayad, et puis ils te disent carrément, oui, moi je suis un blanc non racisé, machin, enfin ils reprennent en plus. Ah non, mais... Complètement carrément. Et je veux dire, t'es non racisé, mon pote, mais prends le RER, hein. Tu vas être racisé tout de suite. Hein. Si tu veux être racisé, mon pote, sors de ton bourgeois, de ton ghetto de bourgeois blanc qui reste donc entre bourgeois blancs, tu vas très vite être racisé. Parce que moi, j'étais racisé. Hein. Tous les Français de souche qui sont au contact du multiculturalisme sont racisés, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, je veux dire, t'as des complexes. Ouais, c'est ce que je disais aux gens que je rencontrais. J'ai toujours vu ça, moi, tu sais, quand j'étais plus jeune, tu vois, des mecs qui étaient complexés du pognon de leurs parents. Mais je leur dis, mais t'as du problème avec le blé de ton parent? Mais donne-le-moi. Mais moi, j'ai aucun problème avec, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Franchement, je le prends. Hein. Si t'as un souci, moi je le prends, il n'y a pas de problème. Tu sais, c'est les mecs que tu vois à la fac qui s'habillent en péruvien, tu vois. Ah oui. Tout ça, c'est des mecs blindés qui habitent dans le 5e, tu vois. Ils fumaient du shit. Ils fumaient pour 1000 € de shit, tu vois, par mois, quoi. Ils viennent d'où le pognon, quoi, au bout d'un moment. C'est bon, quoi. Assumez qui vous êtes. Vous avez le privilège d'être français, l'honneur, la grâce d'être français. Assumez, c'est pas une honte. Bien au contraire. Ouais, parce que c'est vraiment, je le vois, d'ailleurs il y a une déclaration, c'était une porte-parole de Benoît Hamon, c'est Madame Slimani, qui elle a parlé en parlant d'une défection encore au profit de Macron d'un député PS et en disant on n'a pas besoin de façon de ces vieux blancs. Putain, c'est un truc de fou. Si on avait dit ces vieux bicots. Ah, je crois, voilà. Tu vois, ce serait pas passé. Ou ces vieux négros d'ailleurs. Hein, oui, ou ces vieux négros. Ce serait pas de jaloux, hein. Non, mais ce serait pas passé, c'est sûr. C'est-à-dire que, en fait, taper sur les blancs aujourd'hui dans on va dire dans le discours idéologique dominant, c'est pas très grave. Ça passe normal.
Non. C'est pas... Mais non, parce que le blanc est un oppresseur, tu vois. Donc si tu tapes un oppresseur, c'est pas très grave. Parce qu'alors elle dit la même chose, clairement, ne serait-ce que, voilà, évidemment, sur les juifs ou sur... Elle serait même en procès, j'imagine. Oui. Elle serait, voilà, 17e chambre, voilà, etc. Mais là, non. Ça fait même pas scandale, hein, les gens parlent parce que... Ça fait tellement un peu scandale que j'étais pas au courant. Ah bah voilà, non, pour te dire. Pourtant, j'essaie d'être au courant. Ouais, non, pour te dire, ça a même pas fait un grand scandale. Pas du tout. Voilà, encore une fois, ça sort de la nouvelle opinion publique. Je vois que alors justement, tiens aussi, petite transition, mais en lien, parce qu'on a parlé beaucoup du FN au début, et le FN, c'est vrai qu'il s'inspire beaucoup, lui, des faits de cette nouvelle opinion publique. Parce que moi, à chaque fois que je vois un Philippot, il ressort ce genre de trucs qui sont des trucs... Par exemple, l'affaire Mehdi Méclate, c'est lui qui en a... Tu vois, j'ai critiqué Philippot tout à l'heure, mais là, il était très bon, tu vois. Ceci étant, le racisme anti-blanc, par exemple, tu vois, il n'y a que le FN qui en parle. Bon, plus trop aujourd'hui, mais à une époque, ils s'en étaient un peu emparés. Le terme de racaille. Le terme de racaille, que Sarkozy a employé 2-3 fois, on ne lui a pas pardonné, parce que il faisait dissidence avec la pseudo-réalité. La racaille n'existe pas dans la pseudo-réalité. C'est un mot que le système n'emploie pas, on parle de jeunes. Et tu vois, parle de jeunes. C'est pas vrai. Moi, je me rappelle même d'un interview de Marion Maréchal Le Pen en 2013. Alors, c'était pourquoi? Il y a eu des émeutes à l'époque. C'était pourquoi? Ah oui, PSG. Émeute de PSG au Trocadéro. Et elle avait employé le terme de racaille sur LCI, tu vois. Et je me rappelle que le mec en face, ça l'avait choqué, tu vois. Et elle avait dit, même la formule, c'était on s'émeut en gros, de ce que peuvent penser les racailles, mais en revanche, tu vois, les peuples... Enfin, c'était ça l'idée, quoi. Et elle a employé ce mot. L'utilisation du mot racaille, donc le racisme anti-blanc, c'est effectivement tout ça, le FN s'inspire de la nouvelle opinion publique, et puis même sur plein de choses. L'aspect anti-Union européenne, si tu veux. Non pas, le FN a toujours été plus ou moins anti-Union européenne, mais disons que le fait que ce soit à ce point au centre du discours du FN aujourd'hui, c'est ça. Il y a 5 ans, Marine Le Pen a parlé de la fameuse loi de 73. Ça vient de la nouvelle opinion publique aussi. Ouais. Voilà, j'espère que demain, la nouvelle opinion publique va aller davantage sur mon logiciel et que le FN s'en inspirera. Tu vois. Ça serait beau. Ça serait beau. Mais ils seront obligés, ils sont complètement en face quand même, quoi. Ils écoutent parce que même une sortie, par exemple, comme Philippot face à Valls à l'époque où il lui sort Miguel Blancos, je suis éternellement attaché à la France. Là, c'était le mec de la nouvelle opinion publique qui ont complètement, c'est celui qui a... Ça a été fait d'ailleurs afin d'être vu et revu sur YouTube. Sur YouTube, parce que... petite parenthèse, depuis il est moins bon sur YouTube, Philippot. T'as vu sa chaîne? Ouais, j'ai vu sa chaîne, ouais. Pas très spontané quand même, hein. Oui, moi, le coup de la tasse et tout ça, là, ouais. Enfin bref. Moi, quand je vais mettre ta TV, tu vois, je viens pas... Bon, nous, il y a du vrai thé dedans, je précise. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je précise, mais bon. Mais grosse dédicace à la chaîne YouTube de Florent Philippot. De Florent Philippot. Il est vachement, en plus, parodié, en plus, hein, dans les médias à cause de ça, mais bon. C'est du gâteau pour ses adversaires. C'est le prix du succès. Alors, tiens, on me demande aussi, tiens, je prends comme ça au plus des petites questions. On me dit, qu'est-ce que tu penses de la réconciliation nationale prônée par Roger Hollande? C'est le sujet de son dernier livre. Je n'ai pas lu son bouquin, tu vois, mais la réconciliation nationale, si on entend par là le maintien en France d'une masse qui est en gros entre 15 et 20 millions d'extra-européens, je pense qu'à terme, c'est pas viable. Et les gens qui pensent que c'est viable sont soit naïfs, soit cons, quoi. Enfin, je veux dire, c'est évident. Et pour moi, c'est une telle évidence, c'est comme si tu me demandes, ton avis, il fait plus chaud en hiver ou en été? Moi, mon expérience me dit qu'en été, il fait plus chaud, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est un projet qui n'est pas viable. La réconciliation nationale n'est pas un projet viable. Et on ment aux gens quand on leur dit qu'il y a une chance. Moi, j'y ai cru quand j'étais jeune, tout ça. Moi, j'y ai cru, mais au bout d'un moment, la réalité te rattrape, quoi. Et si la France veut avoir un avenir, non, c'est pas possible. En France, le taux de naissance extra-européenne en Île-de-France, il est de 75%. Le taux de naissance extra-européenne en moyenne en France, il est de 38%. L'année prochaine, dans 2 ans, il sera de 40%. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est un pays africain ou arabo-africain dans 10-20 ans. On ne peut pas accepter ça. On n'a pas à s'excuser de ne pas vouloir accepter ça. Je suis désolé, hein. Donc la réconciliation nationale est un projet mortifère, totalement mortifère. C'est un projet républicain par excellence d'ailleurs. Et moi je suis pour la France catholique. Parce que réconciliation nationale, bon sur les bases d'un Roger Hollande, on imagine que ça prend quand même une base nationale, patriote. Voilà. Ouais, mais même ça suffit pas. Ouais, ça suffit faut arrêter de se mentir, quoi. Sans remigration, c'est fini. C'est fini. C'est que pour moi, ça veut pas dire que 100% tu vois, des extra-européens vont dégager. Mais tout simplement,
Il y en a beaucoup trop aujourd'hui. Il y a beaucoup trop d'extra-européens. Tu sais, c'est la fameuse phrase qu'on avait posée à Hollande en 2012. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'immigrants en France? Et tu vois, il avait tortillé. Et Besançon avait repris. Ah, c'est scandaleux. Il dit qu'il y a trop d'immigrants en France. Oui, il n'y en a pas trop. Il y en a beaucoup trop. C'est comme ça. Et au bout d'un moment, quand tu as des zones entières où il n'y a plus de Français de souche, c'est pas acceptable. Pourquoi un pays devrait accepter ça? Alors, je vais te dire un truc. Nous, on doit l'accepter, entre guillemets, hein, pour une raison, c'est que c'est un châtiment du bon Dieu. Je le dis très sérieusement. Pour moi, c'est un châtiment du bon Dieu, tu vois. De même que Constantinople, tu vois, a été rasé parce qu'ils ont déconné avec le Saint-Esprit. Et pour des querelles théologiques, je ne vais pas rentrer là-dedans. De même que, tu vois, le royaume de Judée aussi, à l'époque, avait été détruit par Titus. Aujourd'hui, nous, eh bien, c'est un châtiment qu'on subit. On subit, voilà. On a répandu ces idées de merde, des lumières, de la libre pensée partout. La déchristianisation, ça vient de chez nous aussi. Hein. C'est un châtiment. On est châtié et on l'a mérité. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu joues au con, bah, t'es puni. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Mais donc, ceci étant posé, c'est un châtiment qui n'a pas vocation à durer. Et s'il dure trop, il tuera la France. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus assez de Français. Tout simplement. Et on n'a pas à s'excuser de le dire. Quel crime je commets en disant ça? Si je te parle tout à l'heure des choses qu'on ne peut pas dire alors qu'elles sont légales, moi je pose une question. Quel crime je commets d'un point de vue moral en disant cela? Je veux la survie de mon pays. Je veux la survie de ma culture, de ma civilisation. Je veux pouvoir transmettre ce qu'on m'a transmis. Quel crime je commets? Mais là, on est en face de gens donc, qui nous disent cette civilisation, cette culture-là, soit elle n'existe pas, oui, exactement. Ou elle est inventée, quoi, en fait. Bien sûr, oui. Mais moi, je leur dis, allez se faire foutre. Voilà. Je m'excuse pour mon langage. Hein, mais... Non, mais ça, quand on me dit ça à moi, on me crache à la gueule. Je suis désolé. Donc, au bout d'un moment, tu vois, boum, ça part, quoi. Tu vois, quand on te tease trop, bon, bah voilà, on te tire la barbichette, bah, boum, au bout d'un moment, ça part, quoi. Et tu l'as cherché. Et c'est un réflexe. Tu vois. C'est pas forcément. Voilà. Mais. Voilà. La France meurt de cette idéologie républicaine. Qu'elle soit déclinée d'une façon macronienne, valsienne, un peu plus politiquement correcte, un peu moins, un peu plus réconciliation nationale. On meurt de ça. Maintenant, il faut arrêter. Et on revient aux fondamentaux. Fondamentaux, enracinement, catholicisme. Voilà. C'est tout. Et encore une fois, on n'a pas à s'en excuser, quoi. La République fait tout depuis 200 ans pour nous interdire d'être nous-mêmes. Le cœur du problème identitaire français, c'est la République. Tu sais, moi, je suis rugbyman, je regarde très souvent le tour en destination, et quand je vois comment chantent leur hymne national les Gallois, les Irlandais, les Écossais, et même les roast beef, ça n'a rien à voir avec le public du Stade de France qui chante la Marseillaise. Hein. On passe pour des tocards à côté. Hein. Franchement. Parce qu'on a une petite gêne. Tu vas affirmer sa francitude. Voilà, quoi. On est fiers d'être français, mais en même temps, voilà, quoi. On a une petite gêne. Alors que, tu vois, nos camarades anglo-saxons, ils n'ont pas de problème. Et franchement, hein, tu compares Flowers of Scotland avec la Marseillaise dans un stade, il n'y a pas photo. Hein. Flowers of Scotland lui fout la honte à la Marseillaise. Hein. Alors, moi, je suis pour qu'on change d'hymne. Mais ça, c'est un autre débat. Mais je suis pour qu'on mette au 31 du mois d'août. Bref. Donc, voilà, la République nous interdit d'être nous-mêmes. Eh bien, moi, je revendique le droit d'être français, avec tout ce que ça implique civilisationnellement, culturellement, spirituellement, hein, je m'excuse. La France est née d'une insurrection contre le mensonge. Quand Clovis se fait baptiser catholique, il est en dissidence avec tous les royaumes barbares aux alentours qui sont ariens. Donc, qui sont hérétiques et qui emmènent les âmes en enfer. La France est née d'une insurrection contre le mensonge. Donc, grosse dédicace à Saint-Rémy, hein, petite parenthèse, hein, et à Sainte-Clotilde, et à Sainte-Geneviève. Et on est né de ça. Et ben, je te l'annonce, c'est une prophétie que je fais. Voilà, je fais une prophétie. Je ne suis pas prophète, mais j'en fais une quand même. La France ressuscitera d'une insurrection contre le mensonge républicain et contre le mensonge conciliaire. Nous renaîtrons que comme ça, parce que c'est comme ça que nous redeviendrons nous-mêmes. Notre société, notre régime politique repose sur des principes faux et sur des principes mauvais. Voilà. Donc tant qu'on ne rompt pas avec ça, on sera dans la merde. Voilà. Ça, c'est une petite dédicace à M. Asselineau, parce que c'est bien de sortir de l'Union européenne, mais tant qu'on ne remet pas les bonnes valeurs à la base de la société, et c'est ça la différence entre les hommes de droite et les hommes de gauche, c'est que nous remettre des valeurs différentes à la base de la société,
Et bah, au final, la France finira toujours par être dans la merde. Tant qu'il n'y a pas les bons principes qui sont restaurés, ça ne sera pas la peine d'espérer grand-chose. Hein. Et la République trouvera toujours un truc pour nous foutre la tête sous l'eau. Voilà. Parce que la République, elle va tout faire pour survivre quand même. Elle fera tout pour survivre, mais comme je te l'ai dit, la réalité au bout d'un moment va la rattraper. Et les gens qui sont là et qui tiennent le système, au bout d'un moment, ils vont dire, bon bah, entre notre peau et je dis pas qu'on l'a buté, mais je dis que la société est en train d'imploser. Ce qui caractérise la France aujourd'hui, c'est la décomposition de la société, c'est la destruction totale du lien social. La France tient encore un petit peu, concrètement, parce qu'on fait 2000 milliards de PIB et qu'on redistribue un max. Hein. Tu enlèves la redistribution, c'est le western, hein, franchement, hein. Et pas que en banlieue, hein, partout. Partout, c'est la guerre de tous contre tous. Donc, parce que le lien social a été complètement détruit et les Français ne font plus société. Mais en plus, les hommes politiques, ils le savent tous, puisque Bien sûr. je voyais encore Sarkozy, c'était il n'y a même pas 2 semaines, qui faisait encore une déclaration, il disait « Je n'ai jamais vu une telle colère dans le pays, la Bien France sûr. est en bouillonnement ». C'est-à-dire, ils le constatent tous, c'est ce que tu dis Même là. Fillon, il avait la phrase de la guerre civile, ça s'appliquait pas que à la banlieue. Ouais. Sauf que, bah, ils sont tenus. Et en même temps, ils sont tenus, et d'un autre côté, ils n'arrivent pas à renier qui ils sont. Parce que moi, tu vois, si demain je deviens un collabo, c'est pas arrivé. Je suis un être humain, je suis faible, j'ai des faiblesses. Si je deviens un collabo, bah, je collaborerai, mais tu vois, quand il s'agira de faire, je dirais, rétropédalage, bah, j'aurais du mal physiquement. Je me suis tellement, si tu veux, rallié à un autre moule, tu vois, qu'au bout d'un moment, c'est contre nature. Mais cette contre nature, bah, elle t'a imprégné. Elle t'a imprégné, tu vois. Donc il n'arrive pas. Et tu vois, Hollande, le bouquin qu'il a fait avec les 2 journalistes, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que sur les constats, il est très proche de ce que je te dis, Complètement. mais qu'il n'arrive pas à se décoller de son logiciel de merde. Républicain, Mais c'est souvent tendance le cas, socialiste. justement, pour des hommes politiques, des fois de haut niveau, qui te font des analyses où on voit bien qu'ils ont compris certaines choses, et ça et prouve qu'ils sont pourtant, ils coupables. n'arrivent pas à aller au fond. Ça veut dire qu'on ne peut même pas leur faire le crédit de la bonne foi, tu vois. Ils sont d'autant plus coupables. C'est-à-dire que t'as compris, t'es au courant, et tu fais rien. Mais t'es un traître. Tu laisses ton peuple crever, quoi. Tu laisses ton pays se détruire. Mais c'est de la pure trahison. Et après, c'est Pétain le collabo, tu vois. On rigole, hein. Ouais. Franchement, on rigole, hein. Bon. Parce que lui, il les a pas fait venir, les Allemands, hein. Je précise. Ouais. Si les gens veulent Faire des parallèles. faire des parallèles. Tu sais, c'est toujours le concept d'Auguste Rodin, le sculpteur. Oui. Je crois que je te l'ai déjà dit ici. Rodin, des fois, il faisait des statues où la statue faisait un geste et c'était au spectateur de terminer le geste. Donc moi, c'est pareil, il faut poursuivre des fois ma pensée. Mais bizarrement, les gens le font spontanément et ils comprennent où je veux en venir. Comme quoi, bon, ils font des constats relativement identiques. Donc en tout cas, il y a des choses qui sont en train de bouger de ce côté-là. Alors, on me demande, est-ce que Asselineau peut faire un score honorable aux législatives? C'est plus compliqué C'est parce plus que compliqué. les législatives, il faut beaucoup de pognon, hein, quand même. Hein. Il faut beaucoup de moyens, ce serait compliqué. Mais remarque qu'avec un bon score au présidentiel, Avec un bon pourquoi score, pas, il y aura hein. une bonne dynamique. Il peut être propulsé, mais moi je te dis, Asselineau, je pense qu'il peut faire un bon score. Franchement, ne serait-ce que parce que tu vois, il rappelle, tu vois, les hommes politiques des années 90 un petit peu, qui ne faisaient pas rêver, mais qui avaient un peu le décorum, entre guillemets, tu vois. Donc non, Asselineau, je pense Avec, que... on va dire, un peu plus de hauteur dans les Il débats. n'y avait pas trop de casse-toi pauvre con, Voilà. avec Carla c'est du sérieux, ou de je suis fier d'être Bilal, je sais plus Je ce suis qu'il y fier avait. d'être, Bilal Hamon. Oui, voilà, je sais pas quoi, Bilal tu vois. Hamon, ouais. Bon, voilà, quoi. C'est, le système a plus le niveau, c'est encourageant. Ouais. C'est très encourageant. Alors, on me demande aussi, que pensez-vous de la politique étrangère de la France qui amène de surcroît une tension entre les communautés dans notre pays? C'est pas la communauté, déjà ce n'est pas la politique étrangère de la France, c'est la politique étrangère de la République. Et ben je pense que, par définition, c'est pas une politique qui est faite pour défendre les intérêts de la France. Quel était l'intérêt de la France? D'aller détruire la Syrie. La Libye, sachant que les migrants, c'est lié aussi à cette situation-là. Bien sûr. Donc c'est complètement... Bien sûr. Et Kadhafi l'avait dit. Je sais que Ouais. il l'avait dit, mais l'Europe est complètement folle de s'attaquer à moi parce que si vous détruisez la Libye, vous allez vous déverser des millions d'Africains chez vous. C'est les mots de Kadhafi, hein, c'est Bien Kadhafi qui le dit, qui le disait. Tu sais, c'est cette fameuse phrase de l'Action française à l'époque qui nous disait que la République est le régime de l'étranger. Bon, bah oui. Voilà. D'un moment, on a été... En fait, Sarkozy passe pour un dur à côté, tu vois, en politique étrangère. Parce qu'avec Hollande, on a atteint le paroxysme de l'atlantisme. Sur la question ukrainienne, sur les sanctions russes, sur la Syrie. Il en est fier en plus de ce qu'il a fait en Syrie. C'est incroyable. Dans le bouquin dont je t'ai parlé, là, avec les journalistes, il en est fier, quoi. C'est complètement fou. Enfin bref.
Donc, on est allé au paroxysme de l'atlantisme. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu prends aujourd'hui les grands candidats, en gros, tu n'as que Macron qui est vraiment officiellement ultra-atlantiste. Hein. Parce que même Hamon, si tu veux, sur le conflit israélo-palestinien, il est officiellement pro-palestinien. Marine Le Pen est pro-russe, François Fillon est pro-russe. Donc là, tu vois, l'atlantisme du plomb dans l'aile. Ouais, il n'y a plus que... En fait, Macron, autour de lui, il sacrétise tout. Quoi. Bien sûr, c'est le dernier espoir des mondialistes. C'est le dernier espoir, donc il y a la banque, il y a le mondialisme, il y a la finance. Effectivement, les positions pro-américaines, pro-UE, enfin, il met tout avec lui. Il insiste énormément dans ses discours sur l'Europe, hein, Macron. Ah oui, complètement. Et même dans son discours à Lyon, le fameux, là, le public se met à gueuler, très spontanément, bien sûr, hein, Europe. Une bande de Mongoliens, quoi. Une bande de Mongoliens, quoi. Franchement, je vais te dire un truc. Quand tu regardes un discours de George Bush ou de Trump, et quand t'as le public qui fait USA, ça te rigole, tu vois. Franchement, chapeau, les Américains. Mais quand t'as des bouffons qui font Europe comme des cons. Et si encore c'était pour louer la vraie Europe, le continent, les nations, ok. Mais là, c'est cette technocratie de merde, mais vous êtes des bouffons, les mecs. Mais est-ce que vous vous en rendez compte, quoi? Tout le monde se fout de votre gueule, quoi. Enfin bref. Non, parce que ça, c'est comment dire, on a vu dans les congrès, les meetings de Macron, on sait qu'aujourd'hui, les mecs sont plus ou moins payés. Alors, évidemment, pas directement, mais en nature, on leur offre apparemment des soirées, des machins, des trucs. Et puis, ils reçoivent tous des petits textos pour s'exprimer quand il faut. Bah, justement, là, vous dites Europe, là, vous dites machin. Ouais. Et donc, tout est bien. Voilà, je crois que même le quotidien de Yann Barthès l'a balancé, ça. Ah oui, d'accord. Il me semble qu'ils avaient même montré les textos et tout ça, ouais. D'accord. Mais bah oui, écoute, c'est du storytelling à 2 balles, quoi. Ouais. Mais sauf que tu vois, comme je te l'ai dit, c'est fondé sur du vent, parce que derrière Macron, il n'y a pas de solidité. Il y a un personnage qui est relativement, si tu veux, pas beaucoup d'épaisseur, Macron, quoi. Hein. Pas beaucoup de vécu, pas de logiciel idéologique singulier, un parcours, bon, qui est ce qu'il est, tu vois. Il est monté, c'est très bien, bravo. Mais pas beaucoup de légitimité. Comment tu veux fonder des choses de solides là-dessus? Parce qu'il n'a pas d'assises, clairement. Non, il n'a pas d'assises. Parce qu'il n'a pas d'électeurs, il ne s'est jamais fait lire dans une élection, donc il n'a jamais été confronté clairement au scrutin du public. Enfin, Macron, il est arrivé... Et puis tu sais, je vais te dire un truc, la France est un pays de vieux. Moi, j'imagine pas tous les plus de 50 ans voter pour un mec qui a 10 ans de moins. Je peux me tromper, hein, mais je pense que ça va... Franchement, Macron, vraiment, hein, moi je n'y crois pas une seule seconde à ce qu'il soit au deuxième tour. Je pense qu'on aura plutôt un deuxième tour, Fillon. Après, on sait jamais. Mais, je suis pas prophète. Ouais. Hein. Mais est-ce que aussi, tu vois comme dans ce qui se passe là, alors, les soupçons de complot, alors pour une fois, c'est ça qui est bien, parce que c'est pas nous les complotistes. Ah oui, c'est eux qui arrêtent pas de dire des complots, le complot russe sur la campagne, complot russe et compagnie. Mais moi, ce que j'observe, c'est que on s'acharne sur Fillon, on le fait dégager, on s'acharne sur Marine Le Pen, puis pareil... Bon, il y a un côté un peu on traîne dans la boue, parce que les affaires pour lesquelles elles sont poursuivies, c'est un peu léger, totalement dérisoire. Quand on connaît toutes les casseroles de la République... Voilà, c'est ça. C'est un truc de fou. Elle est poursuivie pour le tweet de Daesh. Alors là, ça a tombé par terre, quoi. Donc là, l'espèce de... C'est du foutage de gueule. Son assistante, qu'on nous dit, oui, mais c'est son assistante, mais on ne sait pas si elle a travaillé assez pour le Parlement, mais en même temps... Je me dis, si elle a une assistante, même, tu sais, je souligne l'honnêteté de Mélenchon qui a pris sa défense là-dessus. Hein. Parce que quand on lui a posé la question, il a dit, mais moi, mon assistant, il travaille, je sais plus où, là, il a cité le bled en France. Et même, la journaliste lui dit, ah bon, mais alors, vous êtes comme Marine Le Pen? Et après, il a très bien répondu, il a dit, mais attendez, l'Europe, la France, c'est où? C'est en Europe, non? Faut arrêter les conneries, quoi. Bon, donc, il travaille, pour moi, il travaille pas. Mais par contre, personne n'est venu lui chercher des noises pour les propos, et je crois pas que l'Union européenne ira lui chercher des noises. Mais c'est pour dire que c'est un peu léger tout ça, quoi, ce qu'on retrouve contre quoi. Et j'ai l'impression qu'on est juste là pour dégager la route pour Macron. C'est vraiment que ça. Les gens globalement ne sont pas dupes. Alors Fillon a pris du plomb dans l'aile un petit peu. Hein. Ouais. Parce qu'elle est un peu moins moralement plus mais ceci étant, il est encore en lice pour le second tour. Hein. Bah parce que j'ai l'impression qu'au départ... On l'a vu à Trocadéro, d'ailleurs. C'est ça lui a fait perdre, mais est-ce que l'acharnement justement médiatique, ça lui a pas fait... lui donne une aura. Au bout d'un moment, voilà... Ça peut lui donner une aura, oui, tout à fait. Parce que j'ai vu des électeurs de Fillon qui étaient fâchés contre les médias. Hein. Quand ils sont venus, les médias se sont fait insulter, littéralement. Mais qui n'insulte pas les médias? Qui n'insulte plus les médias, ouais. Tu sais, je me rappellerai toujours... C'était la blondasse, là... je me permets d'employer ce terme parce que je pense qu'elle se résume plus ou moins à cela. Hein. Sinon, je ne me serais pas permis. Qui est Cherokee, là. Valérie Burgaf.
Et elle dit un jour à Mélenchon, les journalistes, mais nous sommes le contre-pouvoir. Vous critiquez le journaliste, monsieur Mélenchon, mais nous sommes le contre-pouvoir. Non, tu es le relais de l'idéologie dominante. Donc tu es le relais du pouvoir. Enfin, comme que tu en aies conscience de 3 minutes quand même, cher ami. Hein. Tu es le relais du pouvoir. Et les journalistes sont mal aimés aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le pouvoir est mal aimé. Le pouvoir est mal aimé parce qu'il détruit la France. Et donc, comme les journalistes relaient ce qui nous détruit, ils sont mal aimés. C'est mécanique. Mais si demain les journalistes, si tu veux, font un bon boulot, ils seront aimés. Ils seront aimés à nouveau. Ouais. Point barre. Tout simple, ouais. C'est tout. Parce que là, pour le moment, c'est vrai qu'il y a une défiance. Alors, ils n'arrêtent pas de parler de ça. Ils disent, oui, l'élection française va jouer un peu comme l'élection américaine, avec des élites entre guillemets, qui représentent un système, oui. Et des gens qui disent, maintenant, on veut faire exploser ce système, on veut sanctionner ces élites. C'est en partie vrai. Hein. C'est en partie vrai. Les Français, quand même, se rendent compte de plus en plus qu'ils sont trahis. Et au bout d'un moment, on a envie, comme je te dis, hein, de leur texte, comme le dit ce cher Nolan, là, de foutre une claque au système. Ouais. Parce que pourquoi on devrait accepter en permanence de se faire humilier ? Pourquoi on devrait accepter en permanence d'être insulté, tu vois, de voir notre pays détruit ? Au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un retour. Hein. Et est-ce que tu ne penses pas que... Alors justement, ça c'est des choses qu'on va voir, mais... Moi, j'ai l'impression que cette nouvelle opinion publique, justement, ça passe de moins en moins tout ce qu'on essaye... En fait, les serpents là qu'on essaie de nous faire avaler de temps en temps sur tout un tas de sujets, bah ça... Mais justement, parce que... On les avale plus comme avant, je trouve. Ça passe plus comme avant. C'est clair et net, parce qu'on a tellement détruit cette pseudo-réalité qu'on sait que les mecs sont de parti pris, on sait qu'ils sont de mauvaise foi, on sait que certes, vous balancez ça, mais par contre, ça, vous le balancez pas, tu vois. Voilà, donc c'est... Parce que même, j'ai vu, c'était dans un débat, il y avait le mec du Figaro. Alors d'ailleurs, il se gêne, il y avait Caroline Fourest sur BFM, il se gêne pas, bon, il parle mal d'Asselineau, c'est vraiment, voilà, comme d'habitude, etc. Ouais. Et à la fin, il y en a quand même un, le mec du Figaro, qui dit, mais vous savez, vous ferez mieux de vous méfier, parce que c'est ça que les gens reprochent, justement. Vous êtes tous en train de cracher, entre guillemets, votre venin, tout ce petit monde, tout le monde est d'accord, et ça, les gens le... Ce passage était vraiment symbolique de ce qui se passe dans la caste. Parce qu'en plus, officiellement, ils pensent pas la même chose, hein, les mecs. Hein, oui, c'est ça. Ouais, mais tu vois, par contre, effectivement, quand quelque chose sort de leur sérail, sort des circuits, vient d'un circuit autre, d'un canal autre, là, il n'a même pas le droit d'exister. Ces mecs-là reprochent à Asselineau d'exister, quand même, tu vois, politiquement. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. C'était genre, il existe, c'est déjà pas bien, et on s'en prend lui... J'ai trouvé, mais c'était lamentable, quoi, sans Caroline Fourest en même temps. C'est méprisant. Mais c'était méprisant, mais y compris le journaliste de BFM. Hein. Je dis ça parce que lui, normalement, il devrait avoir une neutralité un peu, quand même. Officiellement. Là, il lit, en fait, la liste des candidats, et puis à la fin, il cite Asselineau, et puis... Genre, il y a un problème, quoi. Oui, parce qu'il a eu ses parrainages. Mais tu vois, ça serait intéressant que... Asselineau fasse un bon score, ne serait-ce pour que ces mecs-là la ferment. Ouais, la ferment. Tu vois, un bon gros score de Marine Le Pen... franchement, Marine Le Pen, moi je la vois pas loin de 35%. Je peux me tromper, peut-être que je suis complètement dingue, mais je pense qu'elle peut taper entre 30 et 35% au premier tour, et elle peut gagner le deuxième. Hein. Je pense qu'elle a ses chances. Ça sera dur. Hein. Ça sera dur, mais c'est plus comme en 2002, où ils sont certains de gagner. Parce que même là, tous les éditos, je les vois tous passer. Alors ils disent tous, oui, c'est vrai, celui qui tombe, s'il tombe contre elle, il a des chances. Mais rien n'est joué. En toute franchise... Tout le monde dit rien n'est joué quand même, ouais. À mon avis, il y aura... Je la vois pas en dessous de 30% au premier tour. Et au deuxième, elle peut taper... Alors, on va dire hypothèse raisonnable, où on ne sait pas trop un kiff, tu vois. Hypothèse raisonnable, elle peut arriver à 40%. Mais ceci étant posé, moi je pense qu'après, on ne sait pas ce qui va se passer... pendant le reste de la campagne. Et dans l'entre-deux tours... Pour moi, la victoire de Marine Le Pen est un scénario crédible. C'est crédible. Parce qu'en plus, Marine Le Pen n'arrête pas de monter en force. Tu sais, il y avait notamment l'affaire du refus du vol au Liban, je pense que ça a marqué complètement, oui. Et pendant ce temps, on voit un Macron qui se pète la gueule, on voit un Fillon qui essaie de survoler, de surnager un petit peu, on voit un Mon qui n'existe pas. Franchement, Marine Le Pen apparaît de plus en plus comme la seule candidate qui a une stature. Et ça, au bout d'un moment, ça me frappait les Français, tu vois. Donc moi, je pense que la victoire de Marine Le Pen est une hypothèse parfaitement crédible. Ouais, parfait. En tout cas, elle est bien prise en compte par tous les médias étrangers, et en France y compris, où on prend pas ça à la légère, quoi, disons. On prend plus ça à la légère. Je crois que la recette de se dire, celui qui va tomber contre Marine Le Pen sera automatiquement élu,
Ah oui, non, ça c'est un mauvais calcul. Hein. C'est un mauvais calcul. Ouais. Et tu vois, si jamais c'était Macron face à Marine Le Pen, moi je suis convaincu que Marine Le Pen gagne contre Macron. Alors, je suis convaincu. Ouais. Bah, moi, j'ai le même sentiment parce que, en plus, une Marine Le Pen contre Macron, quelque part, ce serait vraiment, le choix serait très clair. Là, on a vraiment, pour ceux qui parlent de choix, là, vraiment, on aura un choix politique. Entre le projet de Marine Le Pen et le projet de Macron, ils sont aux antipodes. Je vais te dire, pour moi, c'est une folie de la part du système que de vouloir détruire la candidature Fillon. Parce que pour moi, Fillon, aujourd'hui... C'était le meilleur... Pour que le système se poursuive. C'est le meilleur poulain. Hein. Ouais. Mais ils ont voulu mettre Macron, c'est ça. Mais pourquoi? Est-ce que c'est pas son côté pro-russe qu'on a voulu faire finir? Je pense. Hein. Je pense. Hein. Parce que pro-russe, puis un peu, peut-être trop conservateur sur les aspects, il est un peu catho. Ça pour le coup, franchement, le côté catho de Sion, pour moi, c'est vraiment du vernis. Oui, c'est du. Franchement. Ouais, bon, d'accord, c'est des oripeaux. Non, mais c'est clair. Mais c'est déjà trop. Mais c'est déjà trop, quoi. C'est déjà trop. Parce que, attends, même Valérie Boyer, sa porte-parole, elle avait mis une petite croix dans une émission, ça avait fait scandale. Oui, elle respecte pas la laïcité, elle ose afficher sa religion, etc. Bon, j'ai trouvé que c'était un peu surfait, mais je me demandais, est-ce que finalement ce Fillon, il dérange pas à cause de ça? Parce que ça, oui, petit côté conservateur, petit côté j'aime les... Voilà, il déroge au politiquement correct, au mondialisme. Ouais. En tout cas, d'un point de vue du discours, les faits, on les verra. Hein, parce que la 5ème République, c'est le régime où le président, une fois élu, fait l'inverse de ce qu'il a dit. Hein. De Gaulle, je garde l'Algérie, je la dégage. Mitterrand, je tords le coup du capitalisme et il nous sort l'acte unique et Maastricht. Chirac, fracture sociale. Sarkozy, la rupture, il continue. Donc le changement, c'est maintenant, c'est quoi en penser. Donc voilà. Mais en tout cas, dans son discours, Fillon dissonne par rapport à certains éléments de la doxa. C'est évident. Et comme a priori, on veut conserver le moule mondialiste aussi pur que possible, et oui, effectivement, on le tacle. Mais effectivement, dans l'affaire Fillon, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est cette espèce de nouveau Yalta qui va se faire dans les années à venir. Tu vois. Et voilà, le Fillon, il est pas tout seul, il est soutenu par un certain nombre de députés UMP, il y a des gens de l'oligarchie qui sont avec lui, donc c'est quand même pas inintéressant, ça. C'est pas inintéressant. Et est-ce que cette ligne Fillon, on décrirait espèce de libéral conservateur, est-ce que c'est pas un peu intenable, justement, à droite, entre ces gens qui veulent, en gros, je caricaturais volontairement, une mondialisation économique qui sont plutôt favorables, mais qui veulent un patriotisme culturel. Bien sûr, oui, puisque Est-ce que c'est pas là avec l'autre? Parce que moi, je pense que c'est un monstre à deux jambes, comme dit Hilar, et que si tu vas vers la mondialisation économique, tu vas vers la mondialisation culturelle. Bien sûr. Tu pourras pas... La mondialisation nous apporte la destruction de notre tissu économique, la destruction de notre patrimoine, parce que quand on vend tout notre patrimoine à des Qataris, à des Chinois et compagnie, au bout d'un moment, les mecs, ils vont pas l'entretenir, comme nous on l'aurait fait, tu vois. La mondialisation, c'est aussi l'américanisation, tu vois, donc bien entendu que c'est contradictoire. Le problème du mot libéral, si tu veux, c'est que personne n'en a la même définition. Le mot libéral, c'est pas la même chose dans la bouche de Benjamin Constant, de Milton Friedman, de Monseigneur de Lassus, de Jean-Luc Mélenchon. Donc moi, j'ai un peu des réticences à l'employer. Après, je vois, en fonction des autres, ce que ça veut dire, mais tu vois, par exemple, moi, je suis d'un point de vue théologique antilibéral, mais d'un point de vue de l'économie, moi, je suis pour qu'on donne de l'air aux entreprises, donc on va me qualifier de libéral, tu vois. Donc voilà, c'est un terme que j'évite et puis en plus, un maximum d'employer. Oui, parce que c'est un peu compliqué, parce que le libéralisme, on peut le comprendre comme justement la liberté d'entreprendre, mais ce qu'on vit aujourd'hui qui est appelé libéralisme, c'est tout sauf du libéralisme. Quand c'est des grandes entreprises monopolistiques, c'est pas du libéralisme. L'entrepreneur en France et le patron en France sont persécutés. C'est clair. Moi, je suis avocat en droit du travail, je suis technicien au quotidien du droit du travail, je dis l'employeur et l'entrepreneur sont persécutés. C'est clair. Juridiquement, fiscalement, ils sont persécutés. D'accord. Fillon, il parle un peu à ces gens-là d'ailleurs, parce qu'il dit que mais ça leur parle pas assez. Sincèrement, encore, moi j'aurais beaucoup de choses à dire sur ces sujets-là. Ouais. Beaucoup de choses à dire, parce que c'est capital. Puisqu'il faut aussi qu'on soit un peuple d'individus indépendants. Donc il faut un minimum de salariés et il faut un maximum de personnes qui vivent de leur société. Tu vois, c'est extrêmement important. Ce qu'on ne t'apprend pas à l'école. À l'école et à l'université, on te forme pour trouver un job. Moi, je ne veux pas qu'on trouve des jobs. Moi, je veux qu'on crée nos entreprises, qu'on crée nos sociétés. Tu vois. Bon. Et donc, il y a énormément de choses à dire à ce sujet. Les grands sujets ne sont pas traités dans ces élections. L'immigration, on n'en parle pas. L'identité, on n'en parle pas. La décristiation, on n'en parle pas. L'avortement, on n'en parle pas. Et la persécution des professions libérales, on n'en parle pas. Tu vois,
Alors ils disent tous qu'ils sont pour supprimer le RSI, on est d'accord. Ok, on remplace par quoi? On fait comment? Pourquoi on l'avait pas fait plus tôt? Voilà, moi c'est des questions que je pose. Et puis le truc que vous mettrez à la place du RSI, est-ce qu'on est certain que ça nous coûtera moins cher? Parce que, petite parenthèse, tant qu'on a cette masse de Suédois en France, il faut acheter la paix ethnique. Tant qu'il faut acheter la paix ethnique, qui nous coûte sans doute autour de 100 milliards par an, on ne peut pas baisser les charges et les impôts. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Donc en France, si tu parles de fiscalité sans parler d'immigration, t'es un mythomane. Parce que tu peux pas baisser l'un sans l'autre. Et alors, tous ceux qui te disent l'immigration, ça rapporte de l'argent. Bah j'ai dit comment? Non mais moi je pose la question, comment? Tu vois? Officiellement, c'est même pas 10% je crois de l'immigration qui est l'immigration de travail. Donc ça veut dire que les 90% restants ne travaillent pas. Donc ça veut dire qu'ils sont à la charge de la société française. Point. Attends, j'ai même lu un article qui est sorti il y a pas longtemps, on m'a dit que les migrants étaient plus diplômés que les Français. Oui, bien sûr. Ils étaient plus intelligents aussi, sans doute. Sans doute, on va faire la pause, justement. Si la hygiène est prête, c'est normal, c'est bon. Et ben on fait la pause et on revient après sur Meta.tv. Bonjour à tous, nouveau numéro de Parlons-en. Aujourd'hui nous allons évoquer un sujet extrêmement important, c'est tout simplement comment s'organise notre pays, la France. Aujourd'hui il y a 6 niveaux d'organisation de la commune à l'Union européenne. Nous on veut passer à 3. On veut passer à 3 parce qu'on veut que ce soit plus simple, plus lisible pour tout le monde, plus proche des gens, des citoyens, et puis au passage que ce soit un peu moins cher, ce qui ne sera pas